Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis et bon dimanche. Alors je vous ai pas encore souhaité la bonne année, mais comme ça fait 4 jours que vous n'entendez que ça toute la journée, je vais faire vite. Alors bonne année et puis voilà, on est passé dessus. En revanche, vous le savez, on saute d'un réveillon à l'autre. Bon, on se sent un petit peu tranquille, on se dit on va pouvoir faire un peu light pour le début de l'année et paf, chaque année c'est la même histoire, l'épiphanie arrive, les rois, les galettes, les gâteaux des rois et tout ce qui s'ensuit et donc on retourne dans le royaume des calories, ça on le sait bien, mais c'est pas grave parce qu'on sait que dès la fin janvier on va vraiment pouvoir commencer un peu la diète, mais pour l'instant c'est pas de mise. Voilà, on va parler de galettes comme d'habitude, comme chaque année, mais je me suis dit cette fois-ci on va parler des autres galettes, on va parler de galettes autrement, d'autres formes de galettes, d'autres formes des gâteaux des rois, pour être un petit peu un pas de côté comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec des galettes salées. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je reçois en studio ce matin Éric Briffard, le chef et directeur de tout ce qui est, on va dire, les arts culinaires au Cordon Bleu, école du Cordon Bleu. Bonjour Éric. Bonjour Vincent. Directeur des arts culinaires, ça veut dire qu'on est déjà chef exécutif, mais qu'en plus on rayonne sur toute la culture gastronomique de cette école. Voilà, tout à fait. Entre les arts culinaires, pâtisserie, boulangerie, cuisine, l'énologie, voilà, et puis même l'enseignement supérieur. Alors Éric Briffard, grand chef français, MOF, meilleur ouvrier de France, un des meilleurs ouvriers de France, et camarade de combat, et on va comprendre pourquoi dans une seconde, d'un autre grand chef, meilleur ouvrier de France également. Et du côté de l'Alsace, mais ce matin en ligne du Maroc, c'est Olivier Nasty. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Olivier Nasty, le chef de la table d'Olivier Nasty à l'hôtel Le Chambard à Kaysersberg dans le Haut-Rhin. Et Olivier Nasty, il a pris un petit peu la tangente du côté de l'Atlas. Peut-être qu'il trouvait que le Kaysersberg, la montagne de l'Empereur, était pas assez haute. Alors il est monté dans les hauteurs de l'Atlas. C'est ça? Il fait très très frais aujourd'hui sur l'Atlas. Écoutez, c'est très bien, mais je suppose qu'il fait beau également. Alors Olivier Nasty et Éric Briffard, ils ont quelque chose en commun avec un troisième larron qu'on connaît bien, qu'on a eu dans l'émission, Fabien Perron. Ils sont à la manœuvre pour avoir créé tous les trois un championnat de France de la tourte de gibier. Alors, championnat du monde. Championnat du monde. Alors, ça a commencé en France et puis c'est devenu rapidement un championnat du monde. Alors j'aimerais que Olivier Nasty, qui est le fondateur, le président, nous raconte comment c'est né. Comment ça naît une histoire comme ça? On se dit un matin, on va faire un championnat de la tourte. Presque, mais c'est pas tout à fait ça. Non. C'est une envie. Moi qui travaille beaucoup de gibier, c'est une envie de se dire tiens, comment on va valoriser le gibiet, la tourte. Ouais. Je me suis retrouvé aux côtés d'Éric il y a 1 an et demi ou de ça. Tout à fait. Je lui dis tiens Éric, j'aimerais bien créer un championnat de la tourte de gibier. Il me dit arrête. Moi aussi, j'aimerais en créer un. Donc du coup, on a convenu ensemble de créer cette petite association avec Fabien Perron, qui est également meilleur ouvrier de France, mais en charcuterie. Oui. Et voilà, on a créé ce petit concours et voilà comment ça peut naître. Et on peut parler du Pithiviers, mais Éric lui a été un des chefs qui a réamené, qui a réinventé la tourte et le Pithiviers sur Paris à l'époque. Et puis voilà, on s'est inspiré de ça. Et il n'y avait plus qu'un. Oui, pas tout à fait. Mais en tous les cas, je pense que c'est un produit extrêmement technique. Et c'est ça qui me tenait à cœur, moi, c'est de remettre un concours qui impose à des cuisiniers d'aller très loin dans la réflexion, dans la cuisson, dans le croustillant de la pâte. Enfin, voilà un petit peu. Mais tout ça, Olivier Nasty, en quoi la tourte ou le Pithiviers de gibier est légitime pour un championnat du monde? Parce que aujourd'hui, alors c'est pas à moi qu'il faut l'apprendre, moi je passe beaucoup de temps dans les jurys de championnats du monde divers et variés, que ce soit le pâté croûte, soit l'œuf maillot, que ce soit, je sais pas moi, le fromage de tête, le lièvre à la royale. Le lièvre à la royale, où j'ai participé également. Pourquoi est-ce que tout d'un coup,
le pitivier de gibier, qui est quand même un noyau, enfin un produit un petit peu confidentiel, mérite un championnat du monde selon vous? Je pense que c'est un produit qui demande une très grande technique. D'ailleurs, le jour où le concours a eu lieu, on a vu qu'il y a eu une technique juste assez incroyable. Et donc beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Et c'est vrai que le proposer à l'international, on a vu plein de belles choses. On a eu un Marocain, qui est venu de la Mamounia, qui est venu présenter son travail. On a des gens qui sont venus de l'étranger, des Français de droite, de gauche, et une interprétation qu'on n'attendait nous certainement pas, qu'on n'attendait pas. Donc ça a été, vous avez été émerveillé, très, très, très intéressant. Alors, Éric Briffard, vous comprenez aisément pourquoi on parle de ce sujet ce matin. On parle des galettes. Au fond, le pitivier de gibier, c'est une galette, puisque c'est un feuilletage fourré. Tout à fait, mais particulièrement pour moi, puisque ce pitivier, qui est finalement une tourte, la vraie appellation sur la Larousse gastronomique, où Joël Robuchon a souhaité que je mette cette recette d'ailleurs, c'est une tourte. Sauf que quand je l'ai réhabilité en 97 au Plaza Athénée, quand j'étais chef du Plaza Athénée, au 5 Non, au Régence du Plaza Athénée. Ah bon, d'accord, au Régence. Avenue Montaigne, le Georges V, c'était pas au Georges V alors. Oui, c'était au Plaza Athénée en 97. 96-17, et finalement on n'était pas du tout dans cette tendance de cuisine, et c'était le moment de la chasse, et je me suis dit quand même c'est incroyable, il y a plein de choses qui se perdent au moment de la chasse, et j'ai envie de refaire un peu un goût d'enfance que j'ai eu de ma grand-mère qui faisait des grands pâtés de gibier, et vraiment à la maison, mais les pâtés faisaient 1 mètre de long, j'allais chez le boulanger le mettre dans le fournil, je revenais vite, on coupait ça, c'était incroyable. Et moi enfant, finalement, quand on mangeait beaucoup de plats, ce qui me plaisait le plus dans cette tourte, c'était la quintessence des saveurs qui étaient dans la pâte, le fond de la pâte. Et là, il y avait toute l'essence du gibier. Et un jour, je me suis dit, mais t'avais eu une émotion enfant avec ça, pourquoi tu ne le retraduis pas? Et finalement, en le retraduisant, entre-temps, j'étais passé meilleur de France, et je me suis dit, il faut quand même que je l'anoblisse, parce qu'à l'époque, les tourtes, souvent, c'était assez cuit, c'était des farces quand même un peu rustres et tout, et c'était dommage parce qu'on savait plus trop ce qu'on y mangeait. Donc j'ai voulu respecter les cuissons des oiseaux, les suprêmes rosés mis au centre, et avec les cuisses, faire les farces avec un montage, avec du végétal, avec de l'aubergine, des cèpes, et comme j'étais passé meilleur de France, je voulais quand même que la technique de la tourte soit encore plus maîtrisée, plus belle. Donc c'est là que j'ai fait la forme du pitivier, d'où l'appellation pitivier. C'est-à-dire que là, vraiment bien rayé dessus avec les oreilles, et après glacé avec un miel de châtaignier en fin de cuisson pour lui donner cette note de sucre et de galette. Oui, de douceur. C'était merveilleux. Merveilleux. Alors moi, c'est un plat qui, d'ailleurs, tous ceux qui ont goûté à un moment ou à l'autre de la carrière de chef, on va dire de cuisine de grand hôtel d'Éric Briffard s'en souviennent. Je pense que vous vous en souveniez aussi, Olivier Nasty, parce que vous avez en commun quelque chose, Éric et vous, c'est que alors vous êtes alsacien, Éric est bourguignon, c'est un Auxerrois, et vous avez ce culte du gibier. Alors vous, parce que vous êtes un très grand chasseur, Olivier Nasty, c'est même la partie principale de vos loisirs. Éric, c'est plutôt une des souvenirs d'enfance, et puis qui traite dans sa cuisine. Puis la terrien. Mais le gibier, c'est important dans votre vie, Olivier Nasty? Oui. Ben, déjà, le gibier, c'est important. C'est ce qui fait ma vie, à vrai dire. Je vais ou à l'étranger ou en France, je suis la saisonnalité. Vous êtes un Davy Crockett, quoi. Vous êtes sur les pistes du gibier dans le monde entier, quoi. Oui, ça m'arrive avec les saisons, et chaque année, je cours un peu les sommets du monde, tant que je le peux encore. Mais au-delà de ça, on a quelque chose de particulier avec le gibier, c'est que la préparation du gibier demande une grande connaissance, et quand on va très loin avec le gibier, on apporte quelque chose de réellement particulier, d'un vrai savoir-faire, d'une vraie connaissance du monde sauvage, et on apporte quelque chose de différent à votre cuisine, qui peut être très délicat. Vous avez dit cuisine, excusez-moi.
excusez-moi Olivier, mais j'insiste sur ce terme, parce que autant je dirais que la viande d'élevage, on peut juste la griller, la poêler, etc. Autant le gibier, il faut le préparer et le cuisiner. Vraiment, il faut savoir le cuisiner. Non, à différentes saisons, on peut l'amener très rosé. On peut l'amener très rosé, par exemple l'été. Alors l'été, c'est un animal, on peut voir en cru, carpaccio. Chez moi, c'est une grande spécialité de le manger en tartare avec un accompagnement. Tartare de quoi, par exemple? Tartare de cerf d'été, par exemple. Cerf d'été, c'est une viande qui est juste remarquable. Vous savez, on peut comprendre que c'est des animaux qui mangent les fleurs, les feuilles, tout ce qui est appétant dans la nature. Et donc, ça apporte forcément des saveurs, goûts, des gras, bien sûr. des viande saveurs très saine, viande très saine. En plus, très saine, une viande pas grasse, très saine, évidemment. Très peu grasse, exactement. Elle a tous les atouts pour les gens qui cherchent à manger sauvage et très sain. Et tout ça dans le respect de la nature et de la chasse. Bien sûr, avec quand même des vertus assez écologiques, parce qu'on le sait aujourd'hui, beaucoup trop de sangliers, beaucoup trop de cervidés, donc il faut gérer ce parc sauvage. Ça, c'est notre travail, oui, ça, il y a une gestion à faire. La démographie fait que l'homme et les animaux doivent vivre ensemble. Cohabiter, il faut savoir, coexister. Il faut savoir coexister, et puis surtout réguler une partie du gibier, quoi. Voilà, c'est assez facile si on le fait avec beaucoup de respect. Et puis après ça, pour revenir à ma cuisine ou à une cuisine avec le gibier, je pense que le gibier, c'est comme le poisson, il a une saisonnalité. Là, en ce moment, il fait beaucoup plus froid dehors, donc on aimera des tourtes, par exemple. Une tourte, je reviens sur la tourte d'Éric. Ce qu'il avait de formidable, c'est que sa pâte était croustillante et à l'intérieur, il a su développer une gourmandise de dingue. Moi, je l'ai mangé avec Émile Young, quand Émile Young était encore du monde. Le regretté Émile. 3 étoiles à Strasbourg. J'en ai un souvenir indélébile, quoi, voilà. Et c'est ça le gibier. C'est ce qu'on va continuer à se raconter dans le quart d'heure qui vient. Restez avec nous, avec Éric Briffard, le chef du Cordon Bleu, avec Olivier Nasty du Chambard, la table d'Olivier Nasty. On se parle de tourte salée, on se parle de galettes, mais autrement ce matin. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On avait besoin d'une petite pause ici dans Ferniaud fait le marché, parce qu'il commençait à faire faim à évoquer ces galettes sublimées par des grands chefs que sont Éric Briffard, qui est avec nous en studio ce matin, le directeur et chef exécutif du Cordon Bleu, la grande école. Combien de cordons bleus dans le monde, Éric Briffard? 35 écoles, et 35 écoles. 3 écoles cette année. Oh là là, c'est dingue. Et au téléphone avec nous depuis le Maroc, sur les pentes de l'Atlas où il va chasser le mouflon, on ne sait pas, hein, on va lui demander. Olivier Nasty qui est avec nous, le chef de la table d'Olivier Nasty à Kaisersberg. Je ne chasse pas aujourd'hui. Non, Vincent, vous chassez pas au Maroc aujourd'hui. L'ascension du Toubkal, oui. Voilà, l'ascension du Toubkal. Ah bah oui, dites donc, parce que pour chasser, il faut être sportif aussi, pour pouvoir suivre les animaux. Ce matin, le gibier est un épiphénomène de notre émission, puisqu'on parle de galettes autrement, et je voulais rendre hommage à ce concours, ce championnat du monde que vous avez créé, Olivier Nasty, avec Éric Briffard qui est avec nous. Ce concours de tourtes chaudes, de tourtes de gibier. Alors, revenons sur ce concours qui a eu lieu il y a quelques mois. C'était quand exactement? Le 18 novembre. Ah oui. Voilà, c'est ça. Alors, en plein début de saison, là, juste avant l'hiver, fin d'automne. Et vous avez eu des candidats qui ont eu des propositions extrêmement différentes, puisqu'on parle de galettes salées. Tout à fait, on avait un candidat qui venait du Maroc, donc on a une version pastilla, et qui est vraiment très très intéressante, parce que finalement il y avait des saveurs, bien sûr, du Maroc, et il y avait une très très belle interprétation. Donc finalement, cette ouverture au monde peut apporter vraiment cette diversité et cette originalité qu'on peut trouver, et tout en étant qualitative et technique. On revenait tout à l'heure pourquoi le concours de la tourte, mais
moi, j'ai toujours aimé ces plats de convivialité. On est souvent dans une cuisine assez minimaliste aujourd'hui, et je trouve quand même, quand vous êtes avec des amis ou même à une table au restaurant, on vous amène une tourte, ça sort du four, ça a été cuisiné pour vous, ça arrive sur la table, on la découpe, il y a les saveurs, il y a les fumées qui se dégagent, et tout de suite, et vous avez tout de suite ce croustillant de la pâte, les textures, la jutosité, tout ça c'est fantastique, quoi. Et donc ça, c'est une cuisine comme ça, c'est quand même une cuisine assez rare, c'est une cuisine de saison, et je pense que la tourte aujourd'hui, on le voit, franchement, pour ce premier championnat du monde, le meilleur pitivier du monde, très honnêtement, on a été bluffé du niveau de qualité qu'on a pu avoir dès le premier concours. Olivier Nasty, puisque vous êtes au Maroc aujourd'hui, pays avec un roi, le roi du Maroc, il serait plus, je dirais, plus légitime à fêter les rois au Maroc que chez nous. Et la pastilla dont parlait Éric Briffard, c'est un peu une galette, c'est un peu une galette des rois au fond. Ouais, c'est cette fameuse pastilla. Bon, alors, ils ont du gibier à plumes. On ne soupçonne pas ça, mais ils ont beaucoup de gibier à plumes. On peut retrouver des bécasses, on peut retrouver des cailles, on peut retrouver des pintades. La vraie pastilla, ça se fait pas aux pigeons, Olivier Nasty ? C'est pigeon. Est-ce que vous en avez mangé là, parce que vous êtes au Maroc, vous avez goûté un peu ? Oui, je l'ai goûté, oui, bien sûr. Quand même. J'ai essayé de m'en imprégner, bien sûr. Ouais. Et là, on a toutes les saveurs d'Orient. Il y a un peu de miel qui revient dedans, les amandes. Le côté sauvage est très peu présent, à vrai dire, puisque c'est longuement cuisiné, c'est croustillant, c'est même sucré. C'est même sucré. Il y a tous ces atouts et c'est super intéressant. D'ailleurs, le chef de la Mamounia nous avait fait une interprétation qui était très très semblable à ce qu'on peut goûter ici. Il faut rappeler quelque chose, Éric Briffard, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est aux Arabes qu'on doit l'invention du feuilletage, mais qui a été quand même magnifié par nos chefs et nos pâtissiers. Ça n'a rien à voir avec le feuilletage tel qu'on le fait chez nous. Mais cet enchevêtrement et cette superposition de feuilles de blé, enfin de feuilles de pâte de blé, c'est les Arabes qui l'ont créé. Donc la pastilla, c'est un peu la crypto-galette au fond. C'est la crypto-galette, effectivement. Et finalement, c'est bien pouvoir transmettre aujourd'hui et ouvrir ce concours à la tourte, parce que franchement, il y a une évolution qu'on va voir dans quelques années où honnêtement, on n'aura jamais mangé des tourtes aussi bonnes. Et ça, c'est certain. Tant on mieux. est bien parti pour. Et vous savez que même moi, à l'Institut Cordon Bleu, tous mes étudiants apprennent à faire la tourte. Oui, elle est dans le programme. C'est votre image de marque. Faire autrement. C'est votre image de marque. Et vous, au Chambard, vous en faites aussi des tourtes de gibier ? Forcément. Magnifique. Ouais, forcément, on en fait. On essaye. J'essaye d'être aussi comme Éric Lay, un des ambassadeurs de cette tourte, puisque je suis aussi organisateur de ce concours, donc il faut qu'elle soit belle, voire très belle, voire exceptionnelle. Et donc, mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je vois depuis quelques années ces tourtes fleurir à droite à gauche. Bien sûr. Mais là, depuis un quelques peu comme mois, le pâté croûte, c'est un peu la même obédience. Depuis qu'on a lancé ce concours, on voit que beaucoup de chefs ont commencé à l'interpréter ou à la réinterpréter. C'est assez intéressant de voir un petit peu la vision de chacun. Moi, j'adore ça, de voir quelqu'un qui est dans le sud, comment il va interpréter une tourte de gibier, ou alors un le fera à la volaille, l'autre au canard. Mais c'est assez incroyable de voir tout. Foie gras ou pas, légumes ou pas, vraiment chacun a le choix. On retrouve cette appellation aujourd'hui du pitivier à travers le monde, sur les cartes. Or que l'origine, c'est une fausse appellation. C'est une fausse appellation d'abord parce que le pitivier originel, c'est juste une sorte de frangipane sans pâte feuilletée. Totalement. Et puis c'est devenu, ça rapproche d'ailleurs la galette des rois. Oui, voilà. Et c'est devenu un feuilletage avec un fourrage effectivement. C'est pour ça que la vraie appellation d'une tourte de viande de chasse qui pourrait s'appeler pitivier, elle devrait quand même aller sur la tendance de cette forme du pitivier et avoir quand même une note de sucre.
Voilà, c'était peut-être ça la différence avec la tourte. Alors, la prochaine tourte. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez en commun aussi, vous deux, Eric et Olivier, d'avoir été doublement... Vous l'êtes dans votre restaurant, et Eric Briffard, il a été souvent couronné par le Michelin, effectivement. Donc, c'est une cuisine aussi de chefs étoilés et de chefs qui remettent au goût du jour une grande cuisine classique, hein, parce que là, on parle quand même de la grande cuisine du 19e siècle, hein, quand on parle de tourte de gibier. Ouais, je suis très sensible à ça, de voir aujourd'hui, on a quand même une jeunesse qui a de grands niveaux techniques. On a une jeunesse qui perpétue quand même une belle cuisine française avec des influences internationales. C'est le monde qui bouge et qui évolue. Mais de revenir sur des grands classiques comme ça qu'on croyait perdre. Regardez le pâté en croûte qui était devenu un produit industriel, infâme, industriel, etc. Et aujourd'hui, on court tous à aller chercher une part de pâté en croûte, etc. Voilà. Et ben là, je pense que dans quelques temps, on ira encore un peu plus loin, trouver des gens qui vont refaire des pithiviers, des tourtes en petites portions, des fois, juste pour deux. Des individuels. Très bien, comme le fait Olivier Nasty dans son restaurant. Il nous amène une belle petite tourte, mais qui est magnifique, une cuisson, une perfection. Et franchement... Les gens, ils vont découvrir ça, ils se diront mais c'est pas possible, je pensais pas que ça pouvait être aussi bon. D'ailleurs, vous inscrivez dans un mouvement avec ce championnat. Moi, je vois fleurir effectivement sur les réseaux sociaux des chefs. Alors, je pense par exemple à Karen Torosian chez Beaux-Arts à Bruxelles, hein, qui est un fameux chef et qui fait des tourtes magnifiques. Je pense à notre ami Thomas Boulot. On a parlé du championnat du monde de l'Éval Royal. Je l'ai vu avec une tourte de Colvert il y a pas longtemps. Effectivement. Donc vous avez l'impression d'être les pionniers d'un retour à une cuisine classique, Olivier Nasty ? Non, je pense pas qu'on soit pionnier d'un retour. Je pense que on remet sur la voie un produit qui était trop élitiste, qui était très élitiste et qui s'adressait peut-être qu'à la haute gastronomie. Oui. Les gens vont s'apercevoir dans la technique qu'il est possible de le faire, et c'est un peu comme tous les grands produits. Un grand chef l'a travaillé et après il a été retravaillé par d'autres chefs et on a compris que c'était beaucoup plus facile à retravailler derrière. Et je pense que ça, ces fameux concours monoproduits, en l'occurrence le championnat du monde de la tourte, va faire que il va se démultiplier dans la haute gastronomie et dans la petite restauration, dans la restauration plus facile, plus abordable. Et c'est Moi, Faut lire passer de la haute couture au prêt-à-porter de qualité. Ouais. C'est pas faux. Je fais une tourte dans mon bistrot, je suis obligé de la simplifier. Je suis obligé de la simplifier parce que je peux pas amener autant de technique. Mais par contre, ce que je cherche, c'est le goût. Et bien souvent, c'est là où c'est exceptionnel parce qu'on part d'un produit au départ très élitiste et on la démocratise quelque part. Mais alors, vous allez être copié, et notamment par les pâtissiers, parce que j'ai vu cette année que pour la galette des rois, il y a un de nos pâtissiers parisiens qu'on aime beaucoup, Nicolas Paciello, qui a sorti en fait une galette à double étage de frangipane avec cet arrondi que l'on trouve effectivement dans les tourtes et dans les pithiviers, hein, ce côté un peu en cloche, bombé, avec 2 couches de frangipane et de la compote de pommes, me semble-t-il, ou de la pomme rôtie entre les deux, mais avec cette générosité qui est tout à fait à l'inverse de la galette, hein, qui se voudrait beaucoup plus plate, hein, Eric Briffard. Tout à fait. Non, c'est une bonne idée d'ailleurs. Ça veut dire que la galette va peut-être s'arrondir, devenir plus généreuse avec le temps dans les années à venir. Mais je pense que oui, il y a ce partage quand même, cette gourmandise des galettes. C'est incroyable. Et on peut faire à la maison ou pas, Eric, le pithivier, ou est-ce que c'est vraiment intouchable pour Moi, je pense qu'on peut le faire à la maison, bien sûr, comme vient de le dire Olivier. On n'est pas obligé. Vous savez, ma grand-mère qui faisait ses pâtés chauds, d'ailleurs, on les faisait d'1 mètre de long, donc j'ai emmené chez le boulanger, mais c'était fait à la maison. C'était fait à la maison. On peut différentes choses. On peut peut-être avoir soit du gibier à plumes ou à poil, voire mélanger les deux.
Et puis ensuite, selon les parties, on les cuit plus ou moins. Bien sûr, si c'est des filets, etc., on va les cuire plutôt rosés pour respecter le produit. Et tous les morceaux ou alors les cuisses, etc., si c'est des oiseaux ou à ce moment-là, on peut les mitonner, on peut les cuire tout doucement avec du vin, les garnitures. Mais pour ceux qui nous écoutent, quelle est la différence avec un pâté en croûte alors ? Le pâté en croûte se mange froid. Ah voilà. Globalement, ça n'a rien à voir. On peut dire qu'une tourte, c'est un pâté en croûte chaud. Pâté en croûte, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est facile. On peut le prendre en déplacement. On peut faire un pique-nique ou tout ce qu'on veut. On arrive chez des amis, on amène le pâté en croûte, les mains dans les poches, on prend un couteau, terminé. Que là, le pitivier, c'est un moment de sacralisation. Il y a un moment, vous sortez du four quelque chose qui est chaud, vous le coupez, c'est croustillant, c'est fragile. C'est fondant à l'intérieur. Il y a de la jutosité, il y a des effluves. Il y a un petit jus pressé ou de sauce. Vous ne parlez pas en même temps. Je sens bien que Olivier Nasty, du haut de son toupcal dans l'Atlas, il a envie d'en découdre. Hein, ça donne faim d'entendre parler Eric. Non, c'est que j'ai... Donc il faut que je bouge. Voilà, on vous avait perdu. Bon, de toute façon, on arrive au bout de notre temps consacré à la galette salée à travers ce championnat du monde de la tourte de gibier ou du pitivier, selon Éric Briffard. Merci beaucoup Olivier Nasty. On va vous laisser continuer à grimper jusqu'au sommet de l'Atlas. Peut-être vous trouverez là-haut des idées dans les nuages au-dessus du Maroc. Des idées ou des oiseaux. Pour rendre la pastilla plus alsacienne, peut-être. Je vous embrasse et bonne année à tout le monde, dans tous les cas. Merci Eric, vous restez avec moi. On continue l'émission, on va aller se balader un petit peu du côté de spécialités plus sucrées, mais quand même toujours autour de la galette, mais différentes. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, on continue notre marché de galettes, mais des galettes un peu différentes parce qu'on est attaqué avec les tourtes et les pitiviers de gibier, spécialité d'Éric Briffard, le chef du Cordon Bleu qui est avec nous aujourd'hui en studio. Éric Briffard, c'est même l'inventeur du pitivier de gibier. Ça fait combien d'années maintenant, Éric ? Je compte plus, ça va faire 1996, on a fait plus de 30 ans. Oui, mais de rien, ça passe. Cette année, c'est le 30e anniversaire du pitivier de gibier, alors. Voilà, d'où la création du concours. Alors voilà, on a commencé avec le pitivier, mais on va aller un petit peu vers le sucré quand même. Mais vous savez que moi, j'ai toujours cette option, le pas de côté, quoi. Pas me mettre toujours dans les clous de tout le monde. Et on va tenter du sucré, mais un peu différent de l'habitude. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Au téléphone avec nous ce matin, Christophe Louis. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent, bonne année à tous. Oui, bonne année. Alors Christophe, vous êtes, je dirais, non pas boule-pâte, comme on disait vulgairement, boulanger-pâtissier, vous êtes plutôt pâtissier-boulanger. Vous, c'est un peu l'inverse, et vous avez même comme surnom professionnel artisan du vivant. Parce que, évidemment, vous ne vous occupez que de pâtes levées vivantes. C'est ça, au levain naturel. Au levain naturel. Autrement dit, moi, ce que je surnomme, mais vous allez me dire peut-être, c'est un vocable qui est peut-être pas adapté, mais moi j'ai toujours appelé ça la pâtisserie boulangère. C'est-à-dire toute cette pâtisserie à base de levure et de levain. Exactement, c'est comme ça que je le conçois. La viennoiserie élargie, quoi, on pourrait dire, voilà. Pour faire simple. Alors vous êtes connu et reconnu pour vos panettone. Vous nous rappelez en 2 mots comment vous êtes tombé dans le panettone, parce que vous n'êtes pas du tout italien, vous, d'origine. Non, du tout. Moi, j'ai commencé par le pain au levain avec Thierry Delabre. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré des personnes comme Morandin en formation sur le panettone, qui était un des papes là, à l'époque, il y a une dizaine d'années de ça. Ouais. Et voilà, j'ai fait aussi la connaissance de Thomas Teffry-Chambellan qui se mettait dans le panettone à ce moment-là, il y a à peu près 8 ans.
Et puis ça a été un coup de foudre parce que voilà, je trouvais que sur le panettone, mis à part les produits industriels, il n'y avait pas encore grand-chose il y a 8 ans de ça, quoi. Alors le panettone, on pourrait dire pour faire simple, ceux qui ne connaissent pas, mais enfin ça devient difficile parce que de plus en plus, au moment de Noël, avec le Pandoro, puis ensuite au moment de la fin de l'année, les panettones et avec les rois, parce que vous faites un panettone des rois, on va en parler. Je dirais qu'on peut plus y échapper au panettone en France. Les Italiens ont encore gagné des parts de marché sur notre gastronomie originelle. Eric Briffard, vous aimez le panettone, vous ? Ah, j'adore. Moi, chaque saison, vers Noël, bien sûr, on fait les panettones, pareil, sur des levains naturels. Alors, la panettone, c'est donc pour faire simple encore, une brioche au levain naturel, une brioche au levain, agrémentée. Alors là, traditionnellement, c'est plutôt des fruits confits, des agrumes confits et des raisins, c'est ça ? C'est ça, c'est agrumes, c'est orange et raisin à la base, au levain naturel. Pour les Italiens, normalement, il n'y a que le panettone traditionnel qui existe. Évidemment, attention, on rigole pas. Ce qui est bien chez nous, c'est qu'on s'est permis un peu des petites variantes, parce que même le panettone chocolat, chez eux, c'est pas du panettone pour les puristes. Vous imaginez bien, vous imaginez bien. Nous, on est parti sur le salé aussi dans le panettone là, qui fonctionne. Oui, très, j'ai vu très ça. bien. Vous avez truffé votre panettone là cette année. On a fait un à la truffe. Parce qu'on en faisait un à la base qui est un peu indétournable maintenant, c'est le cacio pepe à l'année, poivre et pecorino. Et c'est le produit qu'on peut plus retirer à la carte. Et donc pour les fêtes, avec Petrosian, on a fait des petites collabs. Une évolution quoi. Panettone à truffe, et puis un panettone au sarrasin également, ricotta et citron confit avec un petit peu de baie rose. Mais il y a un truc qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que le panettone est en train de prendre des parts de marché. Est-ce que c'est parce qu'il y a un trou béant qui a été laissé ouvert par la disparition de la brioche mousseline par exemple qu'on trouvait chez les bons pâtissiers et boulangers, et il y a de moins en moins de brioches, on y met des tas de trucs dedans qui sont pas tellement de mise. Est-ce que le panettone est en train de prendre un peu la place de nos brioches ? Écoutez, je pense que le fait de travailler au levain, ce que plein de professionnels se sont remis, ont découvert que le levain permettait une conservation par rapport à une brioche à la levure. Et un moelleux, parce que ça garde l'eau. Sec, exactement, avec la transformation des sucres. Puis les levures, développement aromatique. Voilà aussi, c'est ça. Effectivement, on a quelque chose dans la fermentation qui se passe de différents produits à la levure. Et donc, je pense que pour les professionnels, c'est d'une part un intérêt technique et puis gustatif, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vrai qu'avec les fermentations, quand on laisse fermenter lentement, c'est vrai, il y a plein d'arômes qui se développent, qui sont hyper intéressants. Et surtout, on a de la conservation, quoi. On mange sa brioche, on referme le sachet, puis toute la semaine, elle est encore super bonne. C'est le cas avec le pain quand il est bon aussi, normalement, et même quand il racine. Au levain, normalement, pain au levain, il n'y a pas de souci. Avec un bon pain au levain, on le garde aussi toute la semaine. Éric Briffard, je crois que comme moi, vous êtes assez admiratif du travail des boulangers, c'est-à-dire du travail de ce levain vivant, c'est-à-dire le travail de la fermentation, le travail de un peu le mystère de la vie dans la pâtisserie. J'en suis un passionné. J'ai fait de la boulangerie également. Vous savez, pour être chef dans les grands hôtels, il fallait quand même maîtriser l'ensemble. Bien sûr. Avec le petit déjeuner. Franchement, les fermentations, les levains naturels, tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui s'est repris à aller chercher vraiment des vrais moelleux. Je fais le tour de France en permanence pour retrouver des blés anciens. Là, encore découvrir des blés en Provence, totalement bio, de petite production, incroyable. Et là, vous avez des arômes, vous avez de la texture. Et au cordon bleu, vous faites de la boulangerie aussi et de la viennoiserie. Oui, tout à fait. J'ai le champion d'Europe de boulangerie et j'ai eu le coach de la championnat du monde il y a 2 ans qu'on a gagné la coupe. Donc non, bien sûr, on a des formations en boulangerie de très haut niveau et là, on lance d'ailleurs un nouveau
programme de blés anciens et de fermentation avec les blés anciens, fermentation lente, etc. Donc, non, c'est un domaine, et d'ailleurs que le monde entier quand même nous envie, si ça a bien évolué. La boulangerie française, je dois dire, on est au-dessus de tout le monde. Hein. Franchement, il y a on peut peut-être douter pour la cuisine et la pâtisserie parce qu'il y a des très bonnes choses partout, mais le pain, on est sûr que c'est chez nous. Hein. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pense toujours, on refait le pain à l'ancienne, mais non, aujourd'hui on fait du pain qui est bien meilleur à l'ancienne, qu'on a des vrais artisans qui vont chercher les meilleurs produits et puis qui savent suivre leur fermentation, etc. Christophe Louis, quand on est un maître panétonnier comme vous êtes devenu, plébiscité par vos clients, par ceux qui vous aiment, est-ce que ça veut dire que vous ne travaillez plus que sur la façon d'aromatiser les produits qui rentrent à l'intérieur, ou est-ce que vous continuez à vous perfectionner sur la pâte elle-même ? Ah oui, non, on continue sur la pâte elle-même, et puis je dirais que maintenant, en fin de compte, plus on avance, plus on a de l'expertise de savoir comment une recette évolue. Comment ça réagit ? Ouais, parce qu'on regarde à peu près tous les pourcentages, si on met plus de sucre, comment elle va fermenter, on en met moins, la matière grasse, tout ça. Vous savez, on avait des années, on connaissait la technologie de la glace, on savait équilibrer une recette de glace, de chocolat, on comprenait tout ça. Sur le panettone, il n'y avait rien, et ce qui est le plus compliqué chez nous, sur le panettone, c'est qu'on rajoute le vivant dedans. Donc on a beaucoup pu analyser, en fin de compte, le pourcentage de sucre, etc. C'est comme on va rajouter le facteur du vivant, qui est le levain, c'est que ça va être beaucoup plus complexe et puis à analyser une recette. Mais on commence à avoir des bases qui vont nous dire, avec X% de sucre, c'est une pâte qui va aller vite. Est-ce que ça va se conserver ou pas, etc. Donc c'est hyper intéressant qu'on évolue sans cesse. On pourrait dire qu'un boulanger qui utilise le levain, c'est un peu un alchimiste. Que si on disait, si vous utilisez de la levure, vous êtes un chimiste, mais si vous utilisez du levain, vous êtes un alchimiste, parce que chacun fait son mélange à son idée, chacun essaye de transmuter cette farine en un produit fini extraordinaire, en de l'or. De le rafraîchir régulièrement, tout ça. C'est ça, mais en plus, on rafraîchit pas. On peut pas dire qu'on rafraîchit tout le temps à 42, 45%, parce que les farines... Qu'est-ce que ça veut dire rafraîchir ? Parce que vous savez, mais ceux qui nous écoutent savent. Qu'est-ce que ça veut dire rafraîchir ? C'est entretenir son levain, lui donner, en fin de compte, évidemment lui donner à manger, comme nous. Mais c'est quoi le levain ? C'est en fait, c'est un milieu fongique. C'est un milieu de levure, de bactéries qu'on a cultivé, qui se transmet. Moi, celui que j'ai, on me l'a transmis. Ah oui. Mais sinon, on peut faire son levain, mais d'un pays à l'autre, etc. On n'a pas du tout les mêmes bactéries, les levures d'un levain à l'autre. C'est ça qui est magique, c'est que le levain, par rapport à l'endroit où il est, etc., de la façon dont on réagir différemment. Oui, on n'a pas du tout les mêmes levains, que ce soit au niveau aromatique, au niveau des levures qui travaillent, etc., de la façon dont on fait le ratio aussi de... Mais excusez-moi, Christophe, je vous coupe, mais les farines non plus. Moi, je vois bien que tous les grands pizzaioli en France font venir leur farine d'Italie, par exemple, alors qu'on a des blés et des farines magnifiques en France. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on a des super farines qui se prêtent bien pour nos produits. Mais les Italiens, au niveau de la technique, ils ont des farines qui supportent super bien la fermentation, parce que sur le panettone, c'est une pâte qui va fermenter quand même sur 2 jours, Donc on a besoin de farine quand même qui supporte cette fermentation. Le coup. ouais, mais c'est ça, c'est... Excusez-moi, le temps file et on pourrait passer 1 heure avec vous, mais on n'a toujours pas dit ce qu'il y a dans le panettone des rois que vous préparez pour la clientèle là, pour dans 2 jours et puis après, tout le mois de janvier. Oui, alors là, on est parti sur un panettone à la fleur d'oranger, parce que dans les brioches, il y a toujours... un peu comme dans les gâteaux des rois du côté de Bordeaux, dans les brioches des rois, Puis on a trouvé de la superbe petite fraise confite, là, qui est formidable. Quelle bonne idée. Et pour un peu de fraîcheur, un peu de citron confit également, donc c'est citron, fraise et fleur d'oranger. Oh là oui, ça doit bien marcher, ça. C'est de la donc c'est assez frais, et ça fonctionne bien. Surtout que... Quand on mélange la fleur d'oranger avec la fraise, ça fait un peu un goût fraise des bois. Donc ça doit bien matcher dans votre panettone. Et un dernier mot, parce que vous faites quand même de la galette, mais vous faites une galette sobacha. Alors sobacha, c'est quoi ? C'est du sarrasin grillé, c'est ça, au Japon ? C'est le sarrasin grillé au Japon. Qu'on boit en thé au Japon. Voilà, exactement, qu'on infuse et tout. Et donc nous on a fait une frangipane avec poudre d'amande, poudre de noisette,
et du sobacha qu'on a mixé. Ouais. Et on a rajouté un praliné noisette sobacha qu'on repose dessus là, pour la gourmandise. Ça a toujours un petit goût de noisette grillée, hein, le sobacha, c'est-à-dire le sarrasin quand il est torréfié. Donc ça matche bien ensemble, on imagine. Et on peut trouver ça dans votre boutique. Rappelez-nous l'adresse à Paris. C'est au 12 rue du Petit Toit. Ouais, à côté du carreau du Temple. C'est ça, exactement. Dans le haut du Marais, on pourrait dire. C'est ça, au Marais. Dans le haut du Marais, entre Marais et République, et autrement en ligne. En ligne. Et en ligne aussi, vous pouvez commander sur christophe.com. Ok, merci beaucoup Christophe Louis. Je vous laisse retourner dans votre pétrin là, parce que je sens bien que le levain est en train de monter tout seul pendant que vous étiez au téléphone. À défourner là, merci. Ok, bon dimanche à vous. Et puis on se rappellera bientôt, on passera à la boutique. Allez, bonne journée et bonne fête des rois. Allez, restez avec nous, on va en finir, on va voyager un petit peu plus loin en France, dans une région que connaît bien Éric Briffard. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, on continue notre marché de galettes ce matin, mais les galettes autrement. Les galettes qu'on trouve pas partout, les galettes qu'on goûte pas forcément d'habitude. Ça ne sera pas la galette frangipane de tout le monde. Ah non, ce matin on fait dans le spécial, dans l'inédit, dans l'incroyable, et on va voyager plein Est, direction la Franche-Comté. On va dans le Doubs, et là j'ai une surprise pour vous. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Éric Briffard ouvre grand ses oreilles, qui est toujours avec nous pour découvrir Bruno Grandvoinet, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Bruno. Bonjour Vincent. Bruno Grandvoinet. Alors, grand pâtissier bisontin. Alors les gens se disent bisontin déjà, où c'est que c'est donc ça? Eh ben c'est Bezac, c'est Besançon. Voilà, dans le Doubs, capitale du Doubs. Alors à Besançon, figurez-vous qu'ils font des galettes, mais ils font pas des galettes comme tout le monde. Alors moi, j'ai une grand-mère bisontine, alors donc je suis tranquille. je sais de quoi c'est qu'on parle. Mais en revanche, vous allez voir, il y a des surprises. J'avais l'idée, mon cher Bruno, de vous appeler pour avoir la recette de la galette comtoise. Parce que les francs-comtois font pas tout comme tout le monde. Ils ont une galette un peu particulière, on va en parler. Et puis il m'a dit, oui, c'est bien gentil la galette comtoise, mais à Besançon, à Bezac, on en a une à nous. C'est ça, Bruno? C'est ça, exactement. En fait, c'est pas une galette qu'on a inventée du jour au lendemain. Elle date quand même du... Elle date du XIe siècle. Mais donc, non. Et pourquoi ma grand-mère m'en a jamais parlé alors? Elle est pas assez vieille. C'est dingue ça. Ma grand-mère bisontine m'a jamais parlé de la galette bisontine. Et quelle est la différence alors? Eh bien, en fait, la galette byzantine, on va retrouver un fond de pâte brioché qui va être étalé à 2 mm. Et dessus, on va rajouter en fait un goumeau à base de pâte à choux. Le goumeau. Alors, ça, c'est bien un nom comtois, le goumeau. Le goumeau, c'est non mais c'est ce qu'on met sur les fonds de tarte en général. Et oui, mais là, c'est un goumeau qui est fait à base d'une crème pâtissière et d'une pâte à choux. Donc, ça reste très visqueux. Donc on cuit ça dans un four à 160 pendant 40 minutes. Mais alors quelle tête ça a au résultat? Alors c'est tout plat. C'est rap plat, mais c'est très bon. Moi je suis natif de Pontarlier, donc Pontarlier on est vraiment... ça tombe bien, moi j'ai moitié de la famille qui est côté Jura, puis de l'autre côté c'est le Doubs, donc ça va, je suis sauvé. Quand mes parents sont installés en fait à Besançon, tout le monde nous parlait de la galette byzantine, on savait pas ce que c'était, nous on avait l'habitude de la frangipane, et donc on a essayé de demander à 2-3 des collègues pour avoir une recette, et personne donnait la recette. Je dis, c'est quand même un truc de fou, donc mon papa il allait chercher un petit peu dans les archives, en fait, c'est ça, dans les vieux grimoires, ça fait quand même, ça fait vite compte comme ça, et du coup on a travaillé à notre sauce cette petite galette, on l'a peaufinée, ça fait 45 ans qu'on l'a peaufinée, et là on reste comme ça, et c'est pas mal. Après, il faut dire que c'est quand même une sorte d'évolution, d'avatar de la galette comtoise, qui est en fait une galette de pâte à choux. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est les chanoines qui ont inventé cette galette-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'au XIe siècle, ils cachaient une pièce d'argent
dans un morceau de pain. Ouais. Et ce morceau de pain, après ils l'ont amélioré parce que les chamoines sont gourmands. Ouais, ouais. Mais ça dit, ils avaient des pièces d'argent, ils avaient du pognon aussi, ils n'étaient pas seulement gourmands. Hein. Ah, mais il n'y en avait qu'une seule. Ah, bon, d'accord, pour tout le monde. Voilà. Celui qui trouvait. C'était la tombola, quoi. C'était le chef, voilà, c'est ça. Alors, Bruno Ganvoinet, la galette byzantine, donc évolution de la galette comtoise. Moi, je vais poser la question à Éric Briffard, qui est bourguignon. Oui. Vous savez, les frères ennemis, les Comtois et les Bourguignons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas ennemis. Non, j'ai dit frères ennemis, mais un peu comme les guerres de clochers, hein, parce que tout le monde fait valoir ses particularismes. Alors, le meilleur point en commun qu'on a ensemble, c'est quand même la gourmandise. Hein. Ah, ça c'est sûr. Hein, et de la bonne cuisine. Puis nous, la pâte à choux, on en fait des gougères. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, la galette comtoise, c'est un peu une gougère salée, sucrée. C'est une gougère loupée, quoi. Tiens, voilà. Et pan dans les dents des Comtois. Non, je peux pas dire ça parce que j'ai pas goûté encore. Alors, vous avez jamais goûté la galette comtoise ? Non, j'ai pas goûté. Alors, c'est sûr qu'il faut expliquer, hein, Bruno. C'est donc une pâte à choux qu'on va cuire en l'étalant comme une tarte, dorée à l'œuf. Hein. Mais cette pâte à choux, elle est plus souple pour qu'elle reste un peu crémeuse à cœur. Alors, la combine, c'est on fait une pâte à choux et à côté, on fait une crème pâtissière. Ah, d'accord. Et après, on assemble les deux. Mais temps pour temps ? À peu près. Non, parce que je parlerai. Voilà. Non, mais je vais essayer d'avoir la présence de mes avocats, Bruno Ganvoinet. Non, mais Bruno, pour être très clair, là, on est en train de parler aussi d'une évolution un petit peu moderne et celle des pâtissiers. Mais à l'origine, c'est comme la galette sèche, qui était juste du feuilletage. La galette comtoise d'origine, c'est juste de la pâte à choux. C'est la pâte à choux aromatisée. Ah, et bien sûr, la fleur d'oranger. Ouais, en général. Et bien sûr, il y a du lait, ils rajoutent du lait à l'intérieur avec de la maïzena. Voilà, c'est ça. Qui permet donc d'avoir un cœur, même si l'apparence est celle d'un chou écrasé, parce que d'un chou plat, c'est vrai que l'intérieur reste tendre et moelleux. C'est ça qui est intéressant. Mais le problème, Vincent, c'est quand les gens ils viennent au magasin, ils nous disent je veux une comtoise. Nous, on fait de la byzantine parce que c'est de la byzantine. Évidemment, je me doute. Du coup, ils disent mais il y avait quelque chose en dessous comme de la pâte. Oui, c'est normal. Donc il faut à chaque fois se justifier parce que voilà, c'est vraiment propre à Besançon. Bien sûr. On n'est plus beaucoup à faire ça parce que ça demande beaucoup plus de temps. Évidemment. Si on ferait simplement le goumeau puis on l'étale et puis on vend ça une fortune, c'est très bien. Sûr, moi ça me laisse rêveur. Je suis content d'en parler avec vous, Éric Briffard, parce que il y a au moins quelque chose qu'ont en commun les Bourguignons et les Francs-Comtois, c'est la pâte à choux, mine de rien. La gougère, c'est très important en Bourgogne. C'est la première chose que j'ai faite enfant. Ouais, donc, c'est vrai. Ça coûte pas trop cher, donc à la base, on pouvait louper. Et enfant, on faisait de la pâte à choux vraiment qu'avec du vin de Chablis. Donc, c'est pas du lait, c'est que du vin. Mais il a oublié de mettre le comté. Voilà. Le comté, il vient pas de Bourgogne. Non, pas encore. C'est vrai. C'est vrai mais de temps en temps, j'en faisais quand même au sous-marin ou à l'époisse. Voilà. Et puis, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais il y a deux choses importantes. La première, c'est de bien dessécher la pâte dans la casserole jusqu'à ce qu'elle se décolle des bords. On est d'accord, Éric ? Parce que moi, je n'ai pas fait le cordon bleu, mais j'essaye de me mettre à niveau. Et ensuite, d'incorporer les œufs un à un. Tout à fait. Et puis avoir une pâte à choux assez souple, si vous voulez, qu'elle pousse bien. Que vous avez il faut du beurre, il faut du beurre quand même. Non, de l'œuf. De l'œuf, que de l'œuf. Que le gras de l'œuf. Et puis après, chacun son petit truc pour l'assaisonnement. Et voilà. Écoutez. De toute façon, on dit tout le temps, pour une bonne pâte à choux, il faut remplacer l'eau par les œufs. Et plus on arrivera à mettre des œufs, plus on arrivera à avoir une belle pâte à choux. Bien sûr, c'est l'œuf qui va faire pousser la pâte à choux. Mais c'est ce qui fait le génie de nos éclairs français dans toute la pâtisserie, c'est-à-dire ce bon goût d'œuf qu'on retrouve dans la pâte à choux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Vous savez quoi ? Je vais mettre la galette comtoise sur le site de Sud Radio, la recette, parce que c'est facile à faire à la maison. La byzantine, on va la laisser, puis c'est secret, on va la laisser aux Ganvoinet. C'est quand même leur trésor de guerre. On va y toucher. Peut-être avec
une pièce d'or, on peut négocier. D'accord. On va en discuter hors antenne, surtout Bruno Grandbonnet. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous laisse retourner. Votre apprenti a tout défourné là. Il faut aller s'en occuper avant que ça aille en boutique. Merci en tout cas à vous deux et encore meilleurs vœux. Merci beaucoup Éric Briffard. Merci, je suis vos aventures au cordon bleu parce que vous êtes à la pointe de la transmission et de l'apprentissage. Ouais, une fort belle école. Voilà, l'émission s'achève avec une grosse envie de galette. Je sais pas pour vous, mais moi c'est énorme. Alors ne nous privez pas de galette, s'il vous plaît. N'abrogez pas cette fête des rois, même si c'est un peu riche après nos fêtes de fin d'année. Dans quelques instants, les infos de 11h. Ensuite, comme chaque dimanche, nous entendrons les Chevaliers du Fiel dans leur plus grand moment. C'est-à-dire à peu près tous les moments pour Éric et Francis. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes et à dimanche prochain. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.